Bonjour, c'est la troisième séance de l'histologie animale. On va commencer maintenant avec les glandes endocrines qui font partie des épithéliums glandulaires. Nous avons vu la dernière fois comment se fait le développement ou bien la formation de ces glandes. Donc, la première caractéristique de ces glandes, leurs cellules sont dépourvues de canal excréteur, c'est-à-dire sans canal excréteur, sont détachées de l'épithélium de revêtement. Les glandes endocrines sont richement vascularisées. C'est un point très important car nous avons dit dans les deux premières séances que les épithéliums sont non vascularisés. Maintenant, on ajoute sauf les glandes endocrines. Toujours la lame basale est présente, les cellules de la glande ou bien des glandes endocrines reposent sur la lame basale. Les cellules endocrines déversent leur produit de sécrétion qui s'appelle hormones. Donc, ces glandes sécrètent les hormones et ces hormones sont déversées directement dans le sang. Pour cela, on les appelle glandes endocrines. L'hormone ou bien les hormones vont circuler dans le sang loin de la glande endocrine et les hormones vont agir à distance sur les récepteurs de cellules cibles. L'hormone va circuler dans le sang pour agir sur une cellule, sur un récepteur qui est loin de la glande. Maintenant, on va classifier les glandes endocrines. Normalement, on classifie les glandes endocrines selon 3 critères. Mais maintenant, on va les classifier seulement selon 2 critères. Premier critère, c'est la classification selon le type d'hormones sécrétées. Type biochimique, on va voir selon la nature de l'hormone sécrétée. Deuxième critère, selon le mode d'action au niveau du récepteur. On commence avec la nature d'hormones sécrétées. Dans notre organisme, les glandes endocrines sécrètent plusieurs types de hormones. Ici, nous avons 4 types des hormones. 1. Hormones stéroïdiennes. Les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdiennes. Exemple, ici, nous avons 2 exemples. 2. Cellules sécrétrices. Cellules de glandes endocrines sécrétant des hormones thyroïdiennes. Donc, 1 stéroïdienne, 2 thyroïdienne. 1 et 2 sont des hormones lipidiques. 3 glandes endocrines à sécrétion peptidique sécrètent des hormones peptides, des peptides de petite taille, quelques acides aminés oligopeptides, ou bien des polypeptides, des protéines, comme l'insuline par exemple. Dernière glande endocrine, ou bien dernier type de glande endocrine sécrète des hormones qui s'appellent amines biogènes. Les amines biogènes, on va voir maintenant, ce sont des acides aminés modifiés. Premier groupe des glandes endocrines, ce sont les glandes endocrines à sécrétion stéroïdienne, où l'hormone, c'est un lipide à base de cholestérol, exemple androgène et œstrogène. Les cellules de ces glandes se caractérisent, le cytoplasme de ces cellules se caractérise par un REL abondant. Donc, ces cellules sont riches en réticulum endoplasmique lisse, de très nombreuses mitochondries. Encore, nous avons vu avant que les mitochondries sont importantes pour la formation, pour la synthèse de l'ATP et sont riches en vacuoles ou bien vésicules lipidiques. La nature lipidique, avant de parler de la nature lipidique de ces hormones, je vais expliquer pourquoi ou bien quelle est l'importance du REL, du réticulum endoplasmique lisse. Le réticulum endoplasmique lisse, c'est le site de la synthèse de ces hormones lipidiques. Donc,
Quand on dit une cellule spécialisée dans la synthèse des lipides, directement on dit possède un REL abondant. La dernière fois, nous avons vu que la cellule spécialisée dans la synthèse des protéines, si vous vous souvenez, les glandes séreuses, le cytoplasme des glandes séreuses était riche en REG, réticulum endoplasmique granuleux. Le REG, c'est le site de la synthèse des protéines. Par contre, le REL est le site de la synthèse des lipides. بما أنه هذه الجلاند sécrète des hormones stéroïdiennes des lipides, donc elle est riche en REL. Et les vacuoles lipidiques ici dans le cytoplasme, leur rôle c'est seulement pour stocker ces lipides avant la sécrétion. Maintenant, quelle est l'importance de la nature lipidique de ces hormones? La nature lipidique de ces hormones leur permet de traverser la membrane cytoplasmique sans qu'un phénomène d'exocytose soit nécessaire. C'est-à-dire, ces hormones lipidiques quittent la glande endocrine, traversent la membrane cytoplasmique des cellules de la glande endocrine par diffusion. Pourquoi le nom des molécules sont hydrophobes? Les molécules hydrophobes peuvent traverser facilement la membrane cytoplasmique par diffusion. Donc on dit les hormones stéroïdiennes sont sécrétées dans le sang par diffusion, sont libérées, sont excrétées dans le sang par diffusion. Deuxième catégorie, deuxième groupe des hormones, les hormones thyroïdiennes. Ce sont des hormones lipidiques, sont synthétisées par les cellules folliculaires de la thyroïde, de la glande thyroïde. Pourquoi on les appelle cellules folliculaires? Parce que les cellules sont organisées en sphères. Les cellules sont ont la forme sphérique. Plusieurs cellules sont attachées ensemble pour former une sphère. On les appelle les cellules folliculaires. Ces cellules synthétisent la thyroglobuline et la transforment en tri- et tétraiodothyronine. La conclusion que ces cellules synthétisent des hormones lipophiles. À la place de lipophile, on peut dire hydrophobe. On peut mettre liposoluble, c'est-à-dire sécrète ou synthétise ou libère des hormones lipidiques. Pareil, le cytoplasme, ce point n'est pas marqué ici, mais on peut dire encore que le REL ici est très abondant. La cellule est riche en REL, encore riche en mitochondries. Ces hormones quittent la cellule glandulaire encore par diffusion simple. Parce que c'est une hormone hydrophobe, elle peut traverser la membrane cytoplasmique par diffusion simple. Donc ici, nous n'avons pas besoin d'exocytose pour quitter la cellule, pour sortir de la cellule. Troisième catégorie, troisième type des hormones, ce sont les hormones peptidiques. Les glandes ici synthétisent et sécrètent des hormones peptidiques. Peptides, comme je dit avant, peuvent être quelques acides aminés ou bien polypeptides, protéines, comme ici l'insuline. L'insuline, c'est une protéine de grande taille, c'est un polypeptide. Ces hormones sont hydrosolubles. Avant, les hormones lipidiques étaient hydrophobes. Ici, hydrosolubles. Avec hydrosoluble, on peut dire encore hydrophile, c'est-à-dire aime l'eau, soluble dans l'eau. On peut dire encore lipophobe, n'aime pas les lipides. Ces cellules se caractérisent essentiellement par un REG abondant. Bien sûr, vu que ces cellules synthétisent et sécrètent une hormone peptidique, donc leur cytoplasme est riche en REG. Maintenant, la libération, la sécrétion des protéines des hormones ici se fait par exocytose. Donc, les glandes endocrines à sécrétion peptidique, leur cytoplasme est riche en REG et libère et excrète ou bien sécrète les hormones directement dans le sang par exocytose. Quatrièmement,
les glandes endocrines qui sécrètent des amines biogènes. Ici, quelques exemples des amines biogènes. Quels sont, c'est-à-dire quoi les amines biogènes? Ce sont des molécules, ce sont des hormones synthétisées à partir des acides aminés. On peut dire encore ce sont des acides aminés modifiés. يعني l'acide aminé بنعمل quelques modifications فيها بيصير اسمها amine biogène. Les amines biogènes sont hydrosolubles. Encore sont hydrophiles. C'est encore, on peut dire, lipophobes. بما أنه hydrosolubles, c'est-à-dire ne peuvent pas traverser la membrane cytoplasmique par diffusion simple. Donc, nous avons besoin d'utiliser le phénomène d'exocytose pour libérer ces hormones dans le sang. Maintenant, deuxième critère de classification des glandes endocrines ou bien des hormones. On les divise en deux groupes. Un, les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, c'est-à-dire les hormones lipidiques. En bas, les peptides et les amines biogènes, c'est-à-dire les hormones hydrophiles. Les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, yani les lipides, agissent sur un récepteur intracytoplasmique ou bien même intranucléaire. Yani هودي الهرمون vont agir sur la cellule cible, vont circuler dans le sang et à la fin vont agir sur une cellule cible. Mais où vont agir et comment vont agir? Tout d'abord, ces hormones vont traverser la membrane cytoplasmique de la cellule cible, comme vous voyez ici. En rouge, ici, on voit les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes. Comme vous voyez ici, ces hormones encore vont pénétrer dans la cellule cible par diffusion passive, c'est-à-dire sans utiliser l'énergie, par simple diffusion. Les hormones passent dans le cytoplasme de la cellule cible et vont agir sur des récepteurs, sur un récepteur cytoplasmique, ou bien l'hormone peut continuer, ou bien les hormones peuvent continuer, peuvent traverser la membrane nucléaire et vont agir sur des récepteurs intranucléaires. Pourquoi ces hormones agissent à l'intérieur de la cellule? Car elles sont de nature lipidique, peuvent traverser la membrane cytoplasmique par diffusion simple. Ici, la deuxième catégorie, le deuxième groupe des hormones, les hormones hydrophiles, comme nous avons dit avant, les hormones non stéroïdiennes, yani les hormones peptidiques et les amines biogènes. هودي الهرمون sont hydrophiles. متذكرين comment ces hormones ont quitté la cellule glandulaire? Elles ont quitté la cellule glandulaire par exocytose et vont circuler dans le sang et finalement au niveau de la cellule cible, regardez le récepteur est au niveau de la membrane cytoplasmique. فإذا les hormones hydrophiles, yani peptidiques ou amines biogènes, ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule cible. Elles restent à la surface. فإذا les hormones hydrophiles se fixent sur des récepteurs membranaires. طيب إذا ضلوا برا, l'action c'est à l'intérieur de la cellule. شو بدها تعمل? Regardez ici, je viens le récepteur. Le récepteur va stimuler la production d'un second messager. Second messager, c'est une molécule à l'intérieur du cytoplasme qui va transmettre le signal à l'intérieur, qui va agir à l'intérieur de la cellule. Un second messager هو بيكون remplaçant, qui va migrer dans le cytoplasme. Et en général, le second messager va agir sur le métabolisme cellulaire. Métabolisme cellulaire, c'est-à-dire on va stimuler la production d'une protéine quelconque ou bien inhiber la production de cette protéine. On va activer l'expression d'un gène quelconque ou bien inhiber ou bien arrêter l'expression de ce gène. Finalement, les glandes endocrines amphicrines. Glandes amphicrines, c'est-à-dire les glandes endocrines et les glandes exocrines à la fois.
sont à la fois endo et exocrines. Nous avons deux types de glandes amphicrines, les glandes amphicrines homotypiques et les glandes amphicrines hétérotypiques. Homotypique, c'est homo, c'est-à-dire un seul type. Glande amphicrine homotypique, c'est-à-dire dans la glande amphicrine, nous avons un seul type cellulaire. Un seul type cellulaire, mais ce type cellulaire est divisé en deux régions, en plusieurs régions. Et dans chaque région, les cellules sécrètent une substance spécifique. Dans une région, les cellules sécrétrices possèdent un canal excréteur et sécrètent des enzymes. On appelle cette région partie exocrine. Et à côté, nous avons un autre groupe de cellules sécrétrices qui sont organisées de manière former une glande endocrine vascularisée et ne possède pas un canal excréteur. Exemple, les cellules hépatiques du foie. Par exemple, le foie, est une glande amphicrine. On a un seul type cellulaire, nous appelons les cellules hépatiques. Les cellules hépatiques, dans une région, forment une glande exocrine, ou à côté, région à côté, organisée en glande endocrine et sécrète des hormones. Alors, deuxième exemple de glande amphicrine, les glandes amphicrines hétérotypiques. Hétérotypiques, c'est-à-dire plusieurs types cellulaires. C'est-à-dire ici, nous avons un type cellulaire qui forme une partie exocrine et un deuxième type cellulaire qui forme une partie endocrine. Exemple, au niveau du pancréas. Donc ici, nous avons des cellules qui sont exocrines et des cellules endocrines, deux types cellulaires. En haut, on a un seul type, parce que ce type est une région toujours exocrine ou région toujours endocrine. Maintenant, le pancréas, deux types cellulaires. On voit ici, exemple, les cellules séreuses, l'acinu séreux exocrine, ici qui sécrète les enzymes, et les cellules endocrines des îlots de Langerhans qui sécrètent les hormones. On voit le schéma ici, c'est le pancréas. Là, on a le canal excréteur. Donc ici, c'est la partie sécrétrice. Donc ici, c'est une partie exocrine. Cellules acineuses qui sécrètent des enzymes digestives. À côté ici, nous avons autre type cellulaire, l'îlot de Langerhans. Les cellules ici forment une glande endocrine qui est vascularisée et le produit de sécrétion est déversé directement dans le sang. C'est la différence entre glande amphicrine homotypique et hétérotypique. Comme vous voyez ici, nous avons deux types cellulaires, couleur bleu en rouge ou rose pour dire que nous avons deux types cellulaires. Par contre, le foie, qui a un seul type, parce que le type birégion qui est exocrine ou birégion qui est endocrine. C'est tout ce dans le premier chapitre. Maintenant, on va commencer avec le deuxième chapitre, les tissus conjonctifs. On va voir en détail la composition des tissus conjonctifs, composition c'est-à-dire les cellules présentes dans les tissus conjonctifs, la matrice extracellulaire, sa composition, le rôle des tissus conjonctifs. Tout d'abord, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs types de tissus conjonctifs. On va voir tous ces tissus en détail, en plusieurs chapitres bien sûr. Tout d'abord, l'origine embryonnaire des tissus conjonctifs. Tous les tissus conjonctifs dérivent de la couche embryonnaire moyenne liée, le mésoblaste. Ensuite, quelques caractéristiques générales concernant les tissus conjonctifs. 1. Présence de cellules distantes et non jointives. هيدي أول point, هيدي différence avec tissu épithélial les amblazines.
Le tissu épithélial possède des cellules hautement jointives. Ici, les cellules sont distantes et non jointives, c'est-à-dire ici, les cellules sont éloignées, sont dispersées. Deuxième caractéristique, l'espace cellulaire, l'espace intercellulaire contient une matrice extracellulaire importante. C'est-à-dire ici, il y a beaucoup d'espace intercellulaire qui est rempli par une grande quantité de matrices ou une quantité importante de matrices extracellulaires. Par exemple, le tissu conjonctif est riche en matrices extracellulaires. Ensuite, les tissus conjonctifs sont richement vascularisés, sauf le cartilage ou exception. بس نوصل له بنحكي. إذا هو conjonctif mais non vascularisé. هيدا exception. بعكس مثل ما شايفين بعكس les épithéliums اللي كانوا non vascularisés. حاطينهم les tissus conjonctifs sont les tissus les plus abondants de l'organisme. هتشوف بعدين إنهم les tissus conjonctifs sont présents dans tout l'organisme et assurent plusieurs fonctions. Chacun des tissus conjonctifs assure une ou plusieurs fonctions. Maintenant, les fonctions, en général, détail. Plusieurs fonctions. Première fonction, fonction de protection. Protège les organes internes, par exemple. La cage thoracique protège les organes internes et des fonctions de protection, l'os. Fonction de soutien, encore le squelette. Le squelette soutient le corps. Liaison entre liaison des organes, encore plusieurs tissus conjonctifs relient les organes entre eux ou bien encore relie les tissus entre eux-mêmes. Fonction nutritive, تتذكروا من premier chapitre بس حكينا انه l'épithélium est non vascularisé, mais comment il reçoit ces nutriments par diffusion à partir du tissu, à partir des tissus conjonctifs sous-jacents. Par exemple, les tissus conjonctifs sous-jacents, les tissus conjonctifs qui se trouvent sous les épithéliums ont une fonction nutritive. Encore une fonction de stockage, exemple, le tissu adipeux. C'est le tissu où se trouve la graisse. La graisse, c'est une source d'énergie. Fonction de défense. La fonction de défense est liée à la présence des cellules immunes. Les tissus conjonctifs possèdent des cellules sanguines, des cellules de défense. On va voir plus tard les cellules immunes, comment passe du sang vers le tissu conjonctif et quelles sont les fonctions de ces cellules immunes dans les tissus conjonctifs. Tout d'abord, on va diviser les tissus conjonctifs en deux catégories. Première catégorie, les tissus conjonctifs non spécialisés. Deuxième catégorie, tissus conjonctifs spécialisés. هلا هنشوف نحن au fur et à mesure les caractéristiques بعدين بنعرف ليش اسمها هيدي non spécialisés ou spécialisés. On commence tout d'abord avec les tissus conjonctifs non spécialisés. Ou bien on les appelle les tissus conjonctifs les plus simples. Ne possèdent pas des cellules très développées. Pour cela, on les appelle tissus conjonctifs non spécialisés. C'est une des raisons. Encore on appelle ces tissus les tissus conjonctivovasculaires. Tissu conjonctivovasculaire, ou bien tissu conjonctif banal, ou bien le tissu conjonctif proprement dit, ou bien tissu conjonctif commun, tissu conjonctif classique. Que la nomenclature pour dire c'est un tissu conjonctif non spécialisé. Ces tissus conjonctifs non spécialisés se trouvent dans tous les organes de notre organisme, sauf dans le système nerveux central. Où se trouvent les tissus conjonctifs spécialisés? Partout dans notre organisme, sauf système nerveux central. Dans tous les organes, n'importe quel organe dans notre organisme contient un tissu conjonctif non spécialisé. Maintenant, le tissu conjonctif ou bien les tissus conjonctifs non spécialisés se caractérisent par 1. La présence des cellules, bien sûr, n'importe quel tissu est composé et constitué de cellules et matrices extracellulaires. Maintenant, les cellules sont deux types, cellules fixes et cellules mobiles. هلا هنشوف التفاصيل et la différence ou bien les différences entre fixes et mobiles. Et encore, se caractérise par la présence d'une abondante matrice extracellulaire.
Donc, nous avons dit avant que la matrice ici est très abondante. C'est l'épithèle. On commence avec les cellules. Nous avons dit avant que les cellules conjonctives sont dispersées ou bien sont non jointives. Ici, on va ajouter une deuxième caractéristique. Les cellules conjonctives sont non polarisées. البولاريتي اللي كنا بنحكي عنها بالبروميير شابيتر هون ما في بولاريتي، يعني ما في عنا بول ابيكال، بول بازال، دومين ابيكال، دومين بازال، دومين لاترال، تحت. Les cellules conjonctives sont deux catégories, les cellules fixes et les cellules mobiles. On va voir en détail les cellules fixes et les cellules. Tout d'abord les cellules fixes. Pourquoi on les appelle cellules fixes؟ حاطينهم avec mobilité faible ou nulle. يعني ممكن يكون عندهم une faible mobilité بيتحركوا pour des courtes distances ou bien immobile. هلا بنسميهم فيكس مش كرمال هيك، او بنسميهم هيدا raison importante بس في autre raison la nomenclature sont fixes car ce sont des cellules qui naissent qui se forment dans le tissu conjonctif et passent toute leur vie dans le tissu conjonctif. Leur formation et leur activité se font dans le tissu conjonctif. هلا الموبيل بعد شوي هنلاقيهم cellules mobiles لأنه cellules qui viennent de notre tissu. Les cellules fixes se forment à l'intérieur du tissu conjonctif et restent dans le tissu conjonctif. Exemple, la cellule fixe la plus importante est le fibroblast. Le fibroblast est la cellule fixe la plus importante dans le tissu conjonctif non spécialisé. Alors, on va en détail origine et fonction. Encore parfois dans le tissu conjonctif ou bien dans les tissus conjonctifs non spécialisés, on trouve des adipocytes. Les adipocytes, ce sont les cellules qui stockent la graisse. حكينا ان هن موجودين، هنشوفهم بالprochain chapitre هن موجودين dans les tissus adipeux. Parfois on trouve quelques cellules adipeuses, quelques adipocytes dans le tissu conjonctif. Par exemple, des fibroblastes, cellules fixes, avec parfois des adipocytes mais en faible quantité. Maintenant, le fibroblaste. Le fibroblaste, c'est une cellule spécifique du tissu conjonctif. Les tissus conjonctifs sont les moins spécialisés. Moins spécialisés comparé avec quelles cellules? Avec les cellules des tissus conjonctifs spécialisés. يعني هي بتكون moins spécialisée que l'adipocyte du tissu adipeux, que le chondrocyte ou chondroblaste du tissu cartilagineux, que l'ostéoblaste et ostéocyte du tissu sanguin. هي la cellule la moins spécialisée des autres en comparant avec les autres cellules conjonctives. L'origine, cette cellule provient de cellules souches mésenchymateuses. La couche embryonnaire moyenne, mésoblaste. Le mésoblaste est constitué de cellules souches qui s'appellent cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses se trouvent dans la couche embryonnaire moyenne et donnent ici à bientôt les cellules des tissus conjonctifs. Parmi des tissus conjonctifs, exemple le fibroblaste. Maintenant, les caractéristiques ou bien les propriétés morphologiques de cette cellule, c'est une cellule fusiforme ou étoilée, possédant de longs prolongements cytoplasmiques plus ou moins ramifiés. Regardez ici, c'est une cellule allongée ou fusiforme possédant des prolongements cytoplasmiques plus ou moins ramifiés. On a un nombre de ramifications de prolongements maintenant homogène. يعني مش 100% كل السلول الفيبروبلاست عندهم exactement le même nombre de prolongements dépourvu de lames basales. Ici, on ne parle pas de lames basales. Dans le tissu conjonctif non spécialisé, il n'y a pas de lames basales. Dans le tissu conjonctif non spécialisé, il n'y a pas de lames basales.
Leur taille varie en fonction de leur degré d'activité. كلما كانت الcellule très active تكون التاي تبعها grande. Quand l'activité diminue, la taille de la cellule diminue. Les fibroblastes ont une activité mitotique importante, c'est-à-dire les fibroblastes se multiplient activement. يعني عندها ميتوز. هلا بدنا نشوف les autres caractéristiques de cette cellule. Sous le microscope optique, si on met cette cellule sous le microscope optique, son cytoplasme est peu visible et basophile. هيدا nouveau point est basophile. Le basophilie, cela veut dire que cette cellule est métaboliquement très active. يعني عندها activité métabolique كتير قوية. Cette cellule synthétise la matrice extracellulaire, synthétise surtout les protéines de la matrice extracellulaire, ce qui rend son cytoplasme basophile. Par exemple, le cytoplasme est basophile car cette cellule est métaboliquement très active. Elle synthétise la matrice extracellulaire du tissu conjonctif non spécialisé, surtout les protéines. Dans le cytoplasme, nous avons un gros noyau ovoïde allongé avec un ou deux nucléoles ou des caractéristiques morphologiques. Maintenant, une abondance d'organites impliqués dans la synthèse des protéines. REG, appareil de Golgi. حكينا هيدي السيلول الرول تبعها la synthèse de la matrice extracellulaire. Surtout les protéines de la matrice. لأن الماتريس تبعها هون بتكون très riche en protéines. Donc, le cytoplasme des fibroblastes riche en REG, appareil de Golgi. وهيدا كمان هون l'activité métabolique importante de la synthèse protéique importante rend le cytoplasme basophile. فهيك فينا نرجع لورا كمان بنصير نحكي انه الجلاند اللي كانوا الجلاند سيروز par exemple ذاكرين الجلاند سيروز نحن السيتوبلازم تبعها ريش en RG appareil de Golgi والرول تبعها synthèse protéique. فينا نقول encore là-bas le cytoplasme était basophile. Maintenant, dans le cytoplasme de cette cellule, nous avons un cytosquelette très développé. Cytosquelette, اتفقنا هو السكلات de la cellule. وإذا ذاكرين حكيناها كمان باختصار إنه الcytosquelette هي 3 éléments filaments intermédiaires, microfilaments et microtubules. هودي طبعا بقلبهم فيه plusieurs types protéiques. Le cytosquelette ici est très développé et il est formé essentiellement de microfilaments d'actine. Quel est le rôle des microfilaments d'actine ici? Les microfilaments d'actine en général se trouvent sous la membrane cytoplasmique. وهالميكروفيلامون d'actine هن اللي بيعطونا هالprolongement هن permettent la formation de ces prolongements cytoplasmiques. Prolongements membranaires. Quel est le rôle des fibroblastes? صرنا نعرف maintenant la synthèse de la matrice بس حاطين أكتر هون حاطينها بطريقة تانية. Les fibroblastes contrôlent et maintiennent l'intégrité de la matrice. يعني الرول تبعها c'est la maintenance. هي بتحافظ على الماتريس بتعمل لها صيانة. Les fibroblastes contrôlent et maintiennent l'intégrité de la matrice extracellulaire en synthétisant et sécrétant les macromolécules de cette matrice, c'est-à-dire en synthétisant les protéines et les polysaccharides de cette matrice. Mais ces protéines et ces polysaccharides ne restent pas toute la vie dans le tissu. Il faut les renouveler au fur et à mesure. يعني كل فترة لازم نتخلص من هالبروتين هودي والبوليساكاريد ونرجع نصنع nouvelles protéines et polysaccharides. Pour cela, le fibroblast encore en même temps élabore, sécrète des enzymes. Quel est le rôle de ces enzymes? Le catabolisme de ces macromolécules. يعني هي بس تصنع nouvelles protéines et polysaccharides dans la matrice. En même temps, elle sécrète des enzymes pour dégrader et éliminer l'ancienne protéines et polysaccharides présentes dans la matrice. Encore joue autre rôle dans l'inflammation et dans le processus de la cicatrisation. Le rôle ici est assuré comment cette cellule sécrète encore des molécules signales qui vont stimuler les cellules immunes, les cellules sanguines, par exemple pour en cas de blessure ou en cas d'inflammation.
Cette cellule a une durée de vie fixe يعني هيدي ما فيها تضل عايشة على طول. En fin de sa vie, le fibroblaste diminue de taille, تصغر التاي. L'activité de sécrétion cesse. لهون l'activité de sécrétion ما بتنزل 100% أو بتصير 0% sécrétion. La sécrétion diminue progressivement et à la fin بتصير 100%. بس وقت بتصير 100% à la fin يعني السيلول خلاص انتهت. Donc l'activité de sécrétion diminue et à la fin cesse. Le noyau du fibroblaste se condense. Le noyau, شوفوا une comparaison entre fibroblaste et fibrocyte. Le noyau se condense, taille du noyau diminue. كان بالأول الفورم تبعه شوفوا كيف كان النويو وهون كيف صار. Son cytoplasme perd sa basophilie. Pourquoi le cytoplasme perd sa basophilie? Car la synthèse protéique diminue, encore diminue dans le cytoplasme. Quand la synthèse protéique diminue, c'est-à-dire l'activité métabolique diminue, donc la basophilie diminue. L'activité de sécrétion diminue progressivement et à la fin cesse ou s'arrête. Le cytoplasme perd sa basophilie et se rétracte encore, traduisant l'absence d'activité génique. L'absence d'activité génique, c'est-à-dire l'absence de mitose. يعني السيلول ما بقى تعمل division. À ce stade-là, la cellule s'appelle fibrocyte. En fin de sa vie, le fibroblaste se transforme en fibrocyte. شو بصير بالفيبروسيت بعدين؟ se dégénère وبصير بتموت. إذن à la fin الفيبروسيت بتموت وبتروح. بنعملها dégradation طبعا بتروح بالتيسيو. Dans le tissu conjonctif, elle est dégradée par les cellules, les globules blancs. Maintenant, les cellules mobiles. هلا حكينا نحن عن cellules fixes. قلنا في عنا cellules fibroblastes et enfin de plus adipocytes. Quelques adipocytes parfois présentes sont des cellules de graisse. Encore, le fibroblaste se multiplie activement, synthétise la matrice extracellulaire, en même temps libère des enzymes qui dégradent l'ancienne matrice. En fin de sa vie, le fibroblaste arrête la division, réduit la synthèse de la matrice et à la fin arrête la synthèse. Et à la fin, la taille de la cellule diminue et à la fin, le fibrocyte peut monter. Maintenant, les cellules mobiles, ce sont des cellules immunitaires, c'est-à-dire ce sont des cellules qui dérivent de la circulation sanguine, qui vient du sang. Ce sont les globules blancs. Par exemple, ce sont des cellules immunitaires, ce sont des globules blancs. Elles se déplacent activement. Bien sûr, se déplacent activement. Ce sont des cellules qui viennent de l'extérieur du tissu conjonctif, qui vient de la circulation sanguine. Leur présence dans le tissu conjonctif non spécialisé est variable et occasionnelle. Variable et occasionnelle, en cas d'infection, une grande quantité des cellules mobiles, des cellules immunes, par diapédèse, quitte la circulation sanguine et passe vers le tissu conjonctif pour protéger l'organisme contre les microbes, contre l'infection. Mais en cas normal, وقت ما بيكون في infection, dans le tissu conjonctif non spécialisé, nous avons une faible quantité de cellules mobiles. Par exemple, au repos, à l'état normal, en absence d'infection, nous avons une faible quantité de cellules mobiles. Mais en cas d'infection, un grand nombre de ces cellules migrent, viennent de la circulation sanguine, quittent la circulation sanguine par un mouvement qui s'appelle diapédèse et migrent vers le tissu conjonctif. On arrive dans le tissu conjonctif à travers la circulation sanguine. On quitte la circulation sanguine par mouvement diapédèse. يعني السلول بيقطعوا entre les cellules endothéliales pour quitter la circulation sanguine. Maintenant, la matrice. هلا نحن هون ما حكينا كتير بديتاي عن السلول sanguine, السلول موبيل لأنه هنشوفهم en détail بشابيتر التيسيو sanguin. La matrice extracellulaire. Elle est très importante. هيدا importante هون عم نحكي en quantité.
la quantité de la matrice est très grande. Elle est composée, comme nous avons dit avant, comme toutes les matrices, des protéines et polysaccharides. Mais regardez comment sont distribués ces constituants. 1. Substance fondamentale amorphe. À côté, on peut mettre polysaccharide. La partie polysaccharide s'appelle la substance fondamentale amorphe. La partie protéique, de type protéine fibreuse et glycoprotéines de structure. On commence avec la première partie qui est la partie glucidique. La partie glucidique ou bien la partie polysaccharide, la substance fondamentale amorphe. Tout d'abord, cette partie a l'aspect, a la consistance d'un gel très hydraté. L'aspect تبعها بتكون comme un gel très hydraté, يعني très riche en eau. Quel est le rôle de la partie substance fondamentale, la partie glucidique? Facilite ou permet la diffusion des molécules qui proviennent du plasma. إذا بتتذكروا نحن بالإبيثيليوم قلنا les nutriments viennent du tissu conjonctif sous-jacent. Un nutriment traverse la lame basale par diffusion. Dans le tissu conjonctif, qui aide les nutriments pour diffuser et migrer vers la lame basale? Substance fondamentale. La substance fondamentale facilite la diffusion des molécules à l'intérieur du tissu conjonctif. Maintenant, la substance fondamentale, polysaccharide, est composée de deux groupes de polysaccharides. Le premier groupe s'appelle GAG ou bien glycosaminoglycane. Deuxième groupe s'appelle protéoglycane. هي deux substances fondamentales. هلا في détails concernant les glycosaminoglycanes et protéoglycanes مش مطلوبين. يعني انتو بالpartie substance fondamentale juste il faut savoir l'aspect gel très hydraté. Deux هن عبارة عن GAG et protéoglycanes. Maintenant les protéoglycanes, encore ici لاحظوا بالprotéoglycanes في عنا caractéristique واحدة نعرف. Quelle est la différence entre protéoglycanes et GAG? Les protéoglycanes à la base ce sont des GAG. بس هودي GAG constituent 90% de protéoglycanes plus on ajoute 10% protéines. Le protéoglycane هي عبارة عن mélange protéines et glucides, mais la partie glucidique constitue 90% du protéoglycane. La partie protéique constitue seulement 10%. Pour cela, protéoglycane بنحطها بالcatégorie glucides. Le rôle des protéoglycanes بس هون بدنا نحط joue un rôle essentiel en assurant les échanges moléculaires à travers le tissu conjonctif. هون pareil, la même fonction que la substance fondamentale amorphe. il fait partie de la substance fondamentale amorphe. بس هون شو عملنا؟ قسمنا ال GAG عن protéoglycane. Donc, les GAG et les protéoglycanes qui font la substance fondamentale amorphe assurent l'échange moléculaire. Échange moléculaire entre quoi? À travers le tissu conjonctif, par exemple, les molécules qui dérivent du sang migrent à travers le tissu conjonctif vers le tissu épithélial. Encore, les protéoglycanes et la substance fondamentale aident ou interviennent ou participent à la migration cellulaire. Quelles cellules? Les cellules présentes dans le tissu conjonctif non spécialisé, exemple les cellules sanguines. Maintenant, la deuxième partie présente dans la matrice extracellulaire, c'est les protéines fibreuses. Les protéines fibreuses, pourquoi on les appelle protéines fibreuses? Là, ce sont des protéines polymérisées, attachées ensemble et forment des fibres. Nous avons trois sortes de fibres. Les fibres de collagène, fibres de réticuline et fibres élastiques ou fibres d'élastine. Les fibres de collagène et les fibres de réticuline appartiennent à la même famille, car elles sont constituées des protéines de collagène. Mais la différence, c'est le type
de collagène présentes ici et les types de collagène présents ici. Par exemple, les fibres de collagène et les fibres de réticuline contiennent la même famille de protéines qui est protéine de collagène. Alors, je vais faire bien. Ensuite, les fibres élastiques ou bien fibres d'élastine sont composées d'une autre famille de protéines qui s'appelle l'élastine. Et d'après son nom, on a une caractéristique principale est l'élasticité. Les collagènes, il faut juste savoir que c'est la plus abondante famille de protéines extracellulaires. Et dans notre organisme, la protéine majoritaire qui est présente dans toutes les matrices extracellulaires, c'est le collagène. Les collagènes sont synthétisés, ou bien le collagène est synthétisé dans le cytoplasme de la cellule. Dans le cytoplasme, au niveau du REG, la cellule synthétise le collagène sous forme de chaîne polypeptidique alpha. Quand on dit chaîne polypeptidique alpha, c'est-à-dire enroulée en hélice, en triple hélice, c'est-à-dire la protéine le collagène هي عبارة عن 3 chaînes polypeptidiques organisées en hélice. معكم الصورة شايلة الصورة أنا معكم الصورة بالكتاب 3 chaînes polypeptidiques enroulées en hélice, c'est-à-dire forme hélicoïdale. Les collagènes sont 27 types environ. يعني ممكن أكتر هلا صاروا بس نحن بدنا هون مش مطلوب تحفظوا إذا 27 ou 25 ou 20 بس بدنا نقول il existe un grand nombre, plusieurs types ou bien un grand nombre de collagènes. نحن هون بدنا نحفظ بس هودي les types. Le collagène de type 1 est le plus communément distribué. Le collagène de type 1, c'est le collagène le plus abondant parmi les autres collagènes. Il est présent dans les tissus conjonctifs non spécialisés. Il est encore présent dans le tissu osseux, par exemple. Collagène de type 2, il est le collagène le plus présent au niveau du cartilage. Le collagène de type 3, c'est le collagène présent dans les fibres de réticuline. Les fibres de réticuline contiennent encore protéines de collagène. On me dit collagène de type 3. Le collagène de type 4, il est présent dans la couche moyenne de la lame basale. On dit seulement que le collagène de type 4 est présent dans la lame basale. Lame basale, je finis avec le premier chapitre. On va en détail. Maintenant, les fibres de réticuline sont constituées des protéines de collagène type 3. بس هيك نعرف الفيبر de réticuline هي collagène mais collagène de type 3. Ici nous avons هيدي الفيجور c'est un tissu conjonctif vascularisé vaisseau sanguin. Ici اللي بتشوفوه هون حتى الvaisseau sanguin هن الفيبر de réticuline. En jaune les fibres de collagène. Ici les fibres élastiques. La cellule ici c'est fibrocyte. يعني avant كيف عرفنا فيبروسيت لأنها ما عندها prolongement cytoplasmique. لو عندها prolongement cytoplasmique كنا بنقول هيدي فيبروبلاست يعني بعدها اكتيف عم بتصنع الماتريس. فإذا فيبر de collagène بس بتلاحظوا dans le même tissu nous avons les 3 fibres. بس اللي بيصير ensuite après un de ces tissus va dominer par exemple. Et d'après la fibre dominante, on donne un nom pour le tissu. هلا كل الفيد كل الفراغ التاني هون اللي شايفينه هيدا بيكون معبى بالماتريس extracellulaire. Deuxième partie de la matrice extracellulaire اللي هي مين la substance fondamentale. فإذا هيدا التيسيو cellule plus fibre plus بدنا نزيد on va ajouter ici la substance fondamentale amorphe. لاحظوا هون à côté حاطين la partie glucidique يعني هون حاطين ما بدنا نفوت بديتاي هيدا بروتيوغليكان و GAG. Si on ajoute cette partie اللي هي glucidique avec les fibres بيطلع معنا هيدا الشيما. On voit
les fibres de collagène, de réticuline et d'élastine associées avec la partie glucidique اللي هي substance fondamentale. هيدا صار اسمه tissu conjonctif. هيدي السيلول وكل شيء على l'extérieur هون شو صار اسمه substance الماتريس extracellulaire. Finalement هنحكي عن الélastine ونوقف. Finalement dernier type des fibres, l'élastine. C'est le constituant majeur des fibres élastiques. Fibres élastiques, من اسمها عندها élasticité importante. Les fibres élastiques sont dispersées en nombre variable dans les tissus conjonctifs. لا tissu conjonctif لاش بعد ما بنعرف لاسمها لاش. خلينا نقول dans les tissus conjonctifs non spécialisés. بلا ما نعطي des exemples ici. فإذا بنقول les fibres élastiques sont dispersées en nombre variable dans les tissus conjonctifs non spécialisés. Chez certains tissus conjonctifs non spécialisés, بنشوف une grande quantité d'élastine, donc ce tissu devient très élastique. Si le tissu conjonctif non spécialisé est pauvre, ما بنقول absence d'élastine, ما في élastine بيكون en faible quantité d'élastine, donc l'élasticité بتكون faible. Les caractéristiques présentent des propriétés d'étirement et de relâchement importantes. السنتاز ديلاستين مش مطلوبة بتشيلوها من آخر سلايد هنحكي عنها أو dernier point dans cette séance. La troisième catégorie, la troisième partie de la matrice extracellulaire, on a le deuxième type de protéines, les glycoprotéines d'adhérence ou bien s'appelle encore les glycoprotéines de structure. À côté, on peut les appeler, on peut dire les protéines non fibreuses. La zone, les glycoprotéines sont 90% protéines et seulement 10% glucides. Max les protéoglycanes. Pour cela, on les appelle des protéines. Ce sont des protéines globulaires et ont un rôle important dans l'organisation du tissu. Comment l'organisation du tissu? On voit ici interaction et ancrage des cellules sur la matrice extracellulaire. Et ces protéines aident les cellules pour adhérer, pour se fixer dans le tissu. Par exemple, le fibroblast ou fibrocyte. La fixation à l'intérieur de la matrice se fait par l'intermédiaire de ces protéines. Juste ici, le nom, la fibronectine et l'aminine sont deux glycoprotéines d'adhérence présentes dans les tissus conjonctifs non spécialisés. ولهم بتكون خلصت التروازيام séance.